bonjour ou bonsoir. Voici la troisième leçon de la formation Ornitho, où vous allez apprendre ou réapprendre la notion d'espèce et plus généralement la classification des oiseaux, mais finalement de tous les êtres vivants parce que le concept est le même, ou très semblable en tout cas. Il y a deux choses qu'il va falloir retenir absolument dans cette leçon. D'une part, c'est le concept lui-même. Qu'est-ce qu'on fait en donnant des noms à des populations? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Ça, c'est très important. Et puis, tout aussi important, c'est de comprendre que c'est un concept, qu'il a forcément ses limites, qu'il est forcément discutable, comme tout concept. Et donc, il va falloir le relativiser par rapport à des décisions qu'on peut prendre. Par exemple, actuellement, on a des gros problèmes, évidemment, pour la biosphère. Les populations animales, végétales s'effondrent. Les perspectives sont très mauvaises. Et très souvent, les personnes qui veulent lutter pour sauver ce qu'ils peuvent parlent de sauver la biodiversité. La biodiversité est basée sur la classification. Pour pouvoir parler de diversité, il faut qu'on fasse des catégories. Si on disait simplement on va protéger toute la nature, sans faire de classification, végétale, animale, oiseaux, mammifères, reptiles, passereaux, rapaces, limicoles, comprenez, ou même prédateurs, frugivores. Il y a plein de façons de classer les êtres vivants. Mais si on ne les classait pas, la notion même de biodiversité n'existerait pas. Donc c'est important de comprendre ce qu'on fait, mais c'est aussi important de relativiser. Sauver la biodiversité ne veut pas dire grand-chose. On pourrait garder quelques individus de chaque espèce, et il n'existerait plus d'écosystème, il n'existerait plus de terre viable, ni vivable d'ailleurs. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. La biodiversité, c'est un indicateur intéressant. Et surtout, et là vient l'importance du concept d'espèce, qui reste un concept, mais qui est important, vous allez voir. Surtout, de comprendre qu'il y a des choses, quand on les perd, on ne les retrouve plus. Il y a des choses, quand on les perd, on peut les retrouver. Il y a des choses, on ne les retrouve plus. Et c'est pour ça que ce concept d'espèce a tellement d'importance. C'est que, par définition, et vous allez comprendre la définition, en fait il y a plein de définitions d'espèces, mais vous allez voir. Par définition, si vous perdez une espèce, vous ne la retrouverez plus jamais. Par contre, si vous avez une même espèce dans plusieurs régions géographiques, par exemple au Royaume-Uni et en Scandinavie, bon, c'est la même espèce. Vous perdez celle du Royaume-Uni parce que ben voilà, on l'a chassée, on l'a tuée, on l'a empoisonnée, enfin bon. Mais un jour, elle pourra revenir depuis la Scandinavie. Ça, c'est un peu le concept d'espèce. C'est une sorte d'unité avec un groupe d'individus avec certains liens au niveau génétique notamment, qui font que si vous avez des individus qui disparaissent dans cette population, ils pourront être remplacés par des individus semblables. Alors évidemment, le terme semblable, déjà, ça peut se discuter. Mais si vous perdez une espèce, elle ne pourrait jamais être remplacée par des individus semblables. Il n'y aura plus jamais d'individus semblables parce que ce patrimoine génétique a disparu. Voilà. Voilà pourquoi le concept est important. Mais ça reste qu'un concept. En disant ça, je vous ai décrit le plus important finalement dans le concept d'espèce, même s'il y a beaucoup de définitions différentes, qu'on peut se baser sur le comportement des oiseaux entre eux, par exemple le fait qu'ils puissent produire des jeunes, le fait qu'ils défendent un territoire l'un par rapport à l'autre, donc ils se considèrent comme congénères en quelque sorte, alors que d'autres ne le font pas. Il y a plein de façons d'aborder, il y a des études génétiques en disant, ben voilà, eux ils sont isolés génétiquement depuis un certain nombre de milliers d'années, les autres pas, donc c'est ceux-là, l'espèce. Hein. Donc il y a différentes approches, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi nous cherchons une définition comme ça, précise de quelque chose, et pourquoi c'est important. Et je pense que si vous avez bien écouté ce que je disais avec la disparition d'une espèce, vous devriez avoir compris. On peut le prendre sur l'être humain. Si l'être humain disparaît,
il y a peu de chance, on pourrait dire peu de malchance quand on voit comment l'être humain détruit la planète, mais ici ce n'était pas la question, qu'il y ait quelque chose de semblable à l'être humain qui se redéveloppe. Il y a beaucoup de primates, mais si l'être humain disparaisse, si les êtres humains disparaissent, il y a peu de chances qu'un primate évolue de la même façon, et s'il évolue de la même façon, il pourrait être semblable peut-être, mais ce ne sera plus la même chose. Jamais. Bon. Par contre, si on fait un grand massacre, et qu'on perd la moitié de la population mondiale, hein, bien sûr, ça fait beaucoup de souffrance, c'est horrible, c'est pas la question. Mais les êtres humains continueront à exister, à se reproduire, à refaire de nouvelles populations, etc. Donc, il y a là un concept qui est intéressant. C'est valable pour toutes les espèces. J'ai pris l'être humain, on pourrait le faire avec n'importe lequel. Les éléphants, voilà, ben, on dit qu'on perd beaucoup d'éléphants. C'est triste pour chaque individu. Chaque fois qu'il y a un éléphant qui est braconné, chassé, c'est la même chose. C'est triste pour l'individu, c'est triste pour ses proches. D'ailleurs, les animaux, ils pleurent souvent, hein, la perte de leurs proches. Mais en termes d'espèces, ce qui serait grave, c'est au moment où la population s'éteint, ou qu'il y en a tellement peu, qu'il n'y a plus de population viable, et à ce moment-là, ben, on n'aura plus jamais d'éléphants dans le futur. Donc vous voyez, l'implication est encore beaucoup plus grande. Bon. Voilà. Donc le concept d'espèce, c'est un petit peu ça. C'est de grouper les êtres vivants, les individus, de telle manière à qu'on mette ensemble ceux qui ont comme ça une, je dirais, une destinée commune, hein, qui évoluent ensemble, parce qu'ils s'échangent leurs gènes, directement ou indirectement, hein, mais pas avec les autres animaux. Maintenant, j'insiste sur le fait que c'est un concept qui a ses limites, parce qu'on peut découper une population, dire voilà, ça c'est une espèce, ça c'est une autre espèce. Et puis on va voir qu'il y a quand même des échanges. On va dire oui, mais c'est qu'une seule espèce. Hein, oui, mais ça ne va pas parce qu'ils ne s'échangent pas si facilement. Il y a des limites, il y a des barrières génétiques, mais pas totales. Ah oui, c'est ennuyeux. Oui, les êtres vivants ne peuvent pas être catégorisés comme ça avec des limites coupées au couteau. Donc il va falloir jongler avec ça et accepter les limites de notre classification, quelle qu'elle soit. Il n'y en a aucune qui sera parfaite. Ce sera toujours une description simplifiée, parfois un peu arbitraire de la réalité. Donc il faudra la relativiser au moment de prendre des décisions. Bon, c'est expliqué sur différents articles, donc je ne vais pas approfondir cette partie-là. Ce qui va m'intéresser ici, c'est que vous compreniez comment est-ce que de telles populations, avec une certaine unité génétique, différente, distincte de celle des autres, peut se mettre en place avec le temps. Sur la page correspondante, sur le site internet, la leçon 3, il y a 2 exemples qui sont abordés, et je ne vais pas les réexpliquer ici. J'espère que la leçon écrite vous permettra de les comprendre. Je vais plutôt voir un 3e exemple, mais qui est en lien, je vous rassure, de manière à que vous compreniez bien les principes, les concepts, et que donc la leçon soit d'autant plus facile à lire. Nous avons dit sur cette leçon que c'est difficile de classer certaines populations parce qu'avec nos définitions rigides, il y a des cas qui ne peuvent pas rentrer dans une case ou une autre. Nous avons l'exemple des mésanges charbonnières. Les mésanges charbonnières, au sens large, donc au sens de l'espèce décrite notamment par BirdLife International, il y a 43 sous-espèces. C'est-à-dire 43 variations géographiques qui sont des sortes d'unités, mais qui peuvent se mélanger avec les autres. Elles peuvent se mélanger avec les autres, donc faire des hybrides viables, des hybrides fertiles, d'une à une, mais pas d'un bout à l'autre. Donc, vous comprenez pourquoi c'est difficile de classer. Si vous étudiez en bout et en autre bout, hein, donc par exemple celle du Japon et celle d'Europe, bon, il ne faut pas faire ça comme expérience, parce que ça a beaucoup d'inconvénients pour pas beaucoup d'avantages. Mais si vous mettez celle du Japon avec celle d'Europe, artificiellement, ben, vous allez voir que ce sont des espèces qui ne vont pas pouvoir faire des hybrides, elles ne vont pas pouvoir faire des jeunes ensemble, et si jamais elle fait des jeunes quand même, hein, malgré les différences de plumage, de couleur, de voix, etc., il y a beaucoup de chances que ces jeunes ne soient pas viables eux-mêmes, qu'ils soient stériles. Alors on va dire, bon, c'est des espèces différentes. Oui, d'accord. Mais on a un problème parce qu'entre les deux, en Russie, au Népal, dans l'Himalaya, en Inde, au Turkestan, bon, il y a des oiseaux un peu intermédiaires. Et ces oiseaux intermédiaires entre eux, oui, ils peuvent justement produire des jeunes tout à fait viables. C'est juste, plus on s'éloigne, plus ils sont différents. Et donc, si vous mettez une limite, elle sera de toute façon arbitraire. Pourquoi pas un peu plus, pourquoi pas un peu moins. Donc ça, c'est un peu le principe de ce qui est expliqué sur le site pour la mésange charbonnière. Alors on va un petit peu plus loin avec les pinsons,
Parce que le problème de la mésange charbonnière, c'est que c'est très difficile d'étudier l'histoire de cette espèce ou de ces espèces, selon les classifications, non? Parce qu'il s'agit essentiellement de divisions où se combinent des changements climatiques comme des glaciations, des changements majeurs, j'entends, et des barrières géographiques, comme des montagnes, des rivières, etc., mais qui ne sont pas des barrières totales. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas de division nette qui nous permettent de vraiment bien voir les choses de façon claire. Donc je n'ai pas approfondi cet exemple, j'ai plutôt approfondi l'exemple des pinsons qui ont envahi les îles Canaries au moins 2 fois pour y faire différentes populations. Et là c'est plus facile parce que les populations sont limitées par les îles. On a la population de telle île qui ne s'échange donc pas avec la population de telle île, etc. Et donc on peut bien comprendre comment les espèces se forment. Et cet exemple des îles Canaries est tellement bon que je vais vous parler d'un autre exemple des îles Canaries et de l'Afrique du Nord aussi. Les mésanges, précisément le genre Cyanistée, c'est-à-dire le genre de la mésange bleue. Alors, la mésange bleue, elle est éloignée génétiquement de la mésange charbonnière. Si vous regardez dans vos livres, elle n'appartient pas au même genre. Hein. Le fait qu'ils n'appartiennent pas au même genre, c'est qu'on estime que leur origine commune, tous les oiseaux ont une origine commune quelque part, hein, mais elle est beaucoup plus loin dans le temps que l'origine commune entre la mésange charbonnière et une autre mésange du genre Parus, comme il y en a beaucoup en Afrique par exemple, ou en Asie. Notamment évidemment les fameuses mésanges dont je vous parle, qui sont au Japon, au Népal, etc. Bon. De la même façon, il y a des mésanges qui sont plus proches de la mésange bleue que ne l'est la mésange charbonnière, comme par exemple la mésange azurée. La mésange azurée, c'est facile de voir qu'elle est proche de la bleue, elle ressemble un petit peu, et en plus il y a des hybrides, donc ça confirme que la classification a du sens. Mais proche de la mésange bleue, il y a aussi des populations vraiment intéressantes, en Afrique du Nord et aux Canaries. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il y a des discussions qui paraissent parfois interminables, des polémiques même, sur la classification de ces mésanges, notamment aux îles Canaries, mais aussi d'Afrique du Nord. Bon, que ce soit une espèce, 2 espèces, 3 espèces, 4 espèces, 5 espèces. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, si vous considérez que tous ces oiseaux sont comme des objets que l'on collectionne, on a l'impression qu'on coupe les cheveux en 4 pour rien, que ça ne change rien pour l'oiseau. Mais c'est pas vrai. Bon, la classification directement ne change rien pour l'oiseau, c'est en fait. Mais notre comportement, lui, il va changer. Un exemple qui est également détaillé sur mon site, et qui est aussi lié aux Canaries, c'est le pouillot des Canaries, qui très longtemps a été considéré comme une sous-espèce du pouillot véloce. Ça veut dire que vous allez aux Canaries, que ce soit le pouillot véloce sous-espèce des Canaries, là, ou bien qu'on l'appelle le pouillot des Canaries et qu'on en fasse une autre espèce, finalement ça change quoi? Eh bien, d'un point de vue humain, ça change tout. Il y avait une population de pouillot des Canaries sur l'île de Lanzarote, ou Lanzarote, si on prononce à la française, qui a disparu. On l'a découverte, on savait qu'elle était rare, on savait qu'elle allait disparaître puisqu'on coupait tous les arbres où cet oiseau habitait, et on n'a rien fait. On n'a rien fait parce qu'on se dit, le pouillot véloce, il y en a partout. C'est pas pour une petite population sur une petite île, en plus ou en moins. Et puis maintenant, on se rend compte que ce n'est pas le pouillot véloce, c'est le pouillot des Canaries, et qu'en plus, la population de Lanzarote est génétiquement différente de celle des autres îles Canaries, des îles de l'Ouest. Eh bien voilà, c'est trop tard, ça a disparu et on ne le récupérera jamais. Voilà. Si on avait classé convenablement cet oiseau avant, on l'aurait sans doute protégé. On aurait donc protégé des arbres sauvages, indigènes je veux dire, par rapport, il y a des arbres, mais c'est souvent des arbres plantés qui ne conviennent pas donc au pouillot, en tout cas à ce pouillot-là. Et donc on aurait en plus protégé, sans doute, indirectement, sans s'en rendre compte, peut-être des insectes, peut-être d'autres invertébrés, qui auraient profité d'une petite réserve naturelle, d'instructions gouvernementales, qui auraient dit on ne peut pas couper les arbres de telle espèce, etc. Enfin voilà, ça aurait été un outil de protection, et l'erreur de classification a provoqué sa disparition. Donc vous voyez, déjà ça a des implications. Une autre implication, qui est peut-être moins importante sur le plan de la conservation, mais importante pour nous, pour notre compréhension de la nature, c'est que la classification est censée refléter la réalité. Et quand elle ne le reflète pas, on étudie quelque chose qui est faux. C'est quand même un peu dommage. Mais faux dans quel sens? Et c'est bien ça que je voudrais vous expliquer. Si vous avez dans votre tête qu'il y a des mésanges bleues
partout en Europe, en Afrique du Nord et aux Canaries, et qu'il y a des petites différences locales, et qu'on décide que ces différences sont suffisantes pour faire des espèces différentes ou pas, là c'est couper des cheveux en 4. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, la mésange bleue, elle a une histoire. Et la classification est censée refléter cette histoire. La mésange bleue n'a certainement pas toujours été aux îles Canaries. Tout simplement parce que les îles Canaries, elles sont assez récentes. Les dernières îles Canaries, c'est-à-dire celles qui sont sorties de mer le plus tard, c'est, au niveau géologique, assez récent. C'est de l'ordre de 2 millions d'années. Dire 2 millions d'années, bah oui, 2 millions d'années, c'est à peu près le temps qu'il faut pour faire une espèce. Donc, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Donc, clairement, les mésanges bleues sont arrivées d'Europe ou d'Afrique du Nord, ou les deux, aux îles Canaries. Mais quand est-ce qu'elles sont arrivées? Est-ce qu'elles sont arrivées toutes ensemble? Mais non, justement. Elles sont arrivées séparément, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues de colonisation. Il y a eu des vagues de colonisation d'Europe et d'Afrique du Nord. Et donc, en ayant des origines différentes, ces vagues de colonisation ont fait des populations distinctes, qui sont des espèces différentes, mais qui sont même des espèces très différentes, avec des exigences écologiques différentes, qui vivent d'ailleurs dans des habitats différents. Donc, vous voyez, on ne parle pas ici juste de simples petites variations géographiques, c'est toute une histoire qui est à revoir. Et puis, par cohérence aussi, il y a des populations aux Canaries qui sont un petit peu mystérieuses parce qu'elles ont dû arriver de façon indirecte en plus, c'est-à-dire qu'elles ont dû coloniser certaines îles, puis disparaître de ces îles-là, mais coloniser d'autres, qui sont très anciennes, tellement anciennes que si on veut être cohérent dans notre classification, dans notre définition d'espèce, quelle qu'elle soit, eh bien, elles doivent être des espèces différentes. Je vous en nomme une, que je vous montre aussi à l'écran. La mésange qui habite sur l'île de La Palma, que j'appelle tout simplement mésange de La Palma. Bon, ce qui est le plus important, c'est son nom scientifique pour les chercheurs. Elle est plus différente. C'est-à-dire que elle a évolué de façon divergente par rapport à la mésange bleue pendant plus de temps que la mésange azurée. Donc si vous voulez dire que la mésange de La Palma est la mésange bleue, éventuellement, mais il faudra aussi dire que la mésange azurée est la mésange bleue. Vous ne pouvez pas utiliser une politique de 2 poids 2 mesures en science. S'il y a une divergence qui est importante entre 2 oiseaux, vous pouvez décider ou non que c'est la même espèce, selon certains critères, toujours discutables comme je l'ai dit. Mais il faut appliquer les mêmes critères aux autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de mésange azurée, la mésange azurée devient la mésange bleue. C'est gênant. Alors c'est peut-être plus malin de dire que la mésange de La Palma est effectivement une espèce distincte. Ce que fait de plus en plus la science, mais on est vraiment au balbutiement. Donc vous voyez un petit peu les implications, les raisons de ces discussions. Ce n'est pas juste une question de classification. On étudie l'histoire de ces populations, de savoir comment elles ont interagi ou non, d'où elles viennent, comment elles ont évolué. Et alors on fait une classification qui est cohérente à cette histoire. Alors cette histoire de mésange bleu est absolument passionnante, parce qu'il faut se rendre compte que les populations en Europe d'oiseaux bougent énormément, notamment avec les glaciations. Quand il y a une période glaciaire, il n'y a plus beaucoup d'oiseaux en Europe. La plupart des oiseaux doivent se réfugier, c'est le bon terme. On appelle d'ailleurs les zones refuges, là où elles vont. Dans certaines régions qui ne sont pas trop affectées par la glaciation, c'est-à-dire des régions où il reste des arbres, de la végétation, etc. Bon, alors les oiseaux qui vivent maintenant dans l'Arctique, ils vivent. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de vie quand il y a des glaciations. Je dis simplement que la plupart de la faune et de la flore que vous connaissez aujourd'hui n'existent pas en période glaciaire. Et où vont les individus? Il y en a qui meurent. Il y en a beaucoup qui meurent. Les plantes encore plus, forcément. Elles meurent ou elles ne peuvent plus se reproduire. Ce qui n'est pas la même chose au niveau individuel, mais ce qui fait un peu le même impact au niveau des populations. Mais les oiseaux, ils bougent, heureusement pour eux. Donc, il y en a qui peuvent se sauver. Le froid arrive, d'ailleurs on le sait bien encore maintenant, il y a un coup de froid l'hiver, vous avez vos oiseaux qui partent, on pourrait dire en migration, même si ce n'est pas le terme absolument exact. On a des mouvements invasifs, par exemple, quand il fait très froid et qu'il n'y a plus de nourriture dans le Grand Nord, on peut voir des jaseurs arriver chez nous, on peut voir des nouvelles populations, des populations supplémentaires de geais, de casse-noix-mouchetés, de becs croisés, des sapins. Enfin, il y a toutes sortes d'oiseaux qui vont arriver parce qu'il fait froid. C'est le même avec nos oiseaux. On a des mésanges, on a des pinsons, on a des rouges-gorges, on a des alouettes, on a toutes sortes d'oiseaux chez nous qui peuvent passer l'hiver. Je dis chez nous, j'entends en Europe de l'Ouest, mais qui vont partir s'il fait trop froid. Donc, quand on arrive en période glaciaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est d'ailleurs tout le problème du réchauffement climatique chez nous, artificiel maintenant, c'est qu'il va beaucoup trop vite.
Des réchauffements et des refroidissements, c'est pas très grave, ça dépend à quelle vitesse. Bon. C'est un aspect qui est souvent négligé, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, ou finalement si je n'en ai pas parlé, mais comme certaines personnes disent, bah, si on monte un petit peu le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est pas grave, ça donne d'autant plus de matériel, hein, le carbone, pour les plantes, pour pouvoir pousser plus vite. Oui, tout comme l'eau, quand vous êtes dans le désert, c'est très sec, vous mettez de l'eau, il y a des plantes qui vont pousser. Mais il y a des limites. Si vous noyez le désert sous 2 mètres d'eau, il n'y a plus aucune plante qui va pousser. Donc voilà, il faut penser à la vitesse. Hein. Vous arrosez trop vite aussi dans le désert, vous allez éroder le sol. Il faut y aller avec un certain rythme. Le réchauffement climatique est trop rapide, mais actuel, artificiel. Mais sinon, des réchauffements et des refroidissements, il y en a eu des dizaines, des centaines dans l'histoire. Et ils ont conditionné les populations animales, les populations d'oiseaux en particulier, et végétales, actuelles. Donc, les mésanges et les pinsons dont je parle dans l'article, je veux dire dans la leçon écrite. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tous ces mouvements? Il y a différentes raisons, mais les glaciations en sont une. Il y a le pinson du Nord et le pinson des arbres. Pourquoi il y a deux espèces? Il y a certainement un rapport avec les glaciations. La mésange bleue, la mésange azurée, c'est un rapport avec les glaciations. Toutes les mésanges charbonnières dont je vous ai parlé, peut-être pas toutes, mais beaucoup de ces populations qui sont divisées comme ça, au milieu de la Sibérie, dans l'est de l'Europe, ce sont des raisons historiques de glaciation. La mésange bleue ne fait évidemment pas exception, et quand l'Europe est couverte de glace, mais la mésange bleue, il faut bien qu'elle aille se réfugier quelque part où il y a des arbres. Sans arbres, elle ne peut pas vivre. Donc les zones refuge en Europe, c'est souvent la péninsule ibérique. C'est la plus importante, en tout cas pour nous. Mais donc quand il y a des millions d'individus qui sont obligés de fuir la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, qu'elles vont toutes sur la péninsule ibérique, il y en a trop évidemment. Il y a tout d'un coup, toute la population d'Europe, enfin tout d'un coup, on se comprend, hein, ça ne va pas aussi vite que ça, mais on a une arrivée d'individus, hein, c'est un peu le phénomène de l'immigration, on sait qu'il y a des limites à mettre, un pays ne peut pas accepter toute la population mondiale, que ce soit de mésanges ou d'humains ou de pinsons ou de n'importe quoi. Il y a une limite géographique par rapport aux ressources, par rapport à l'espace. Donc qu'est-ce qu'elles font ces mésanges? Elles essaient de trouver d'autres endroits, donc elles vont en Afrique du Nord. Même quand l'Afrique était plus écartée de l'Europe, il y a des millions d'années, elles traversent et elles vont vers l'Afrique. Elles vont aux îles Canaries, elles vont aux Açores, elles vont à Madère. Certaines peuvent même aller jusqu'en Amérique. C'est comme ça qu'il y a des espèces qui ont envahi l'Amérique depuis l'Europe ou l'Afrique. Et à l'inverse, des espèces américaines, les hirondelles sont des espèces africaines à l'origine. Les martinets sont des espèces d'origine sud-américaine. Pourtant, ils sont bien chez nous. Bon. Voilà, donc tout ça bouge, notamment en fonction des mouvements climatiques. Donc les mésanges bleues, espèce eurasienne, eurasiatique peut-être je devrais dire plutôt, divisée en deux par une glaciation à un moment donnant la mésange bleue et la mésange azurée notamment, eh bien il y a des mouvements de population qui ont envoyé des mésanges bleues, enfin l'ancêtre de la mésange bleue, quand elle n'était d'ailleurs pas encore séparée de la mésange azurée. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ces populations, ces premières invasions de l'Afrique du Nord et des Canaries, qui ont eu lieu avant que la mésange bleue ne se sépare de la mésange azurée, doivent forcément être considérées comme des espèces distinctes, si la mésange azurée est une espèce distincte, puisqu'elles sont plus anciennes, elles ont divergé, elles se sont séparées des autres il y a plus longtemps. D'accord ? Donc, par exemple, la mésange de la Palma, c'est d'ailleurs un petit mystère, parce qu'elle aurait une origine plus ancienne que l'île de la Palma elle-même. Donc, elle aurait sans doute envahi d'autres îles, Tenerife probablement, où il y a beaucoup de liens entre Tenerife et la Palma, au niveau végétal, donc pourquoi pas au niveau des oiseaux. Il y a peut-être 3,3 millions d'années, et puis, elle serait partie à la Palma, quand la Palma est sortie de mer. Mais pourquoi alors elle n'est plus à Tenerife? Eh bien parce que les mésanges auraient fait une seconde invasion. Elle aurait donc, et c'est très important que vous compreniez ça, s'il y a la mésange qui est à l'origine de la mésange de la Palma à Tenerife, mais qu'il y a une arrivée de mésanges bleus directement d'Europe sur Tenerife aussi, il peut avoir un problème de cohabitation, de concurrence. Ce qu'on reproche aux espèces exotiques chez nous maintenant, de faire concurrence avec des espèces locales. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a une qui gagne la concurrence, le conflit, je dirais? C'est parce qu'elle est mieux adaptée. Elle fait mieux son travail par rapport à l'écosystème. Elle enrichit plus l'écosystème que l'autre. Mais la mésange de la Palma, elle n'a pas dit son dernier mot, elle s'est très bien développée sur la Palma, et maintenant, il semblerait qu'elle soit en rempart à la colonisation
par d'autres mésanges. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant, sauf que, puisqu'elles divergent, alors que ça veut dire diverger, ça veut dire évoluer de façon séparée, et forcément, ça augmente la différence. Si ça ne se voit pas au niveau du phénotype, c'est-à-dire au niveau de l'aspect extérieur, hein, ça se voit dans le cas de la mésange de la Palma, mais je disais, même si ça ne se voyait pas, au niveau génétique, ça diverge tout le temps. Quand des populations sont ainsi séparées géographiquement, et puis qu'elles arrivent en stade où elles ne peuvent même plus se mélanger leurs gènes, ce sont des espèces bien distinctes, elles divergent. Les différences vont ne faire que s'approfondir au niveau génétique. Et ça se voit, ou non, sur l'aspect extérieur. Bon. Eh bien, la mésange de la Palma est tellement distincte que déjà maintenant, possiblement, ou peut-être plus tard, eh bien, une autre mésange pourrait arriver sur la Palma et elles vont cohabiter sans plus aucun problème parce qu'elles vont prendre ce qu'on appelle des niches écologiques, elles vont jouer des rôles différents dans l'écosystème. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plusieurs espèces de mésanges au même endroit. Regardez la mésange nonnette et la mésange boréale, comme elles se ressemblent. C'est des oiseaux qui ont été vraisemblablement séparés par des glaciations. À l'époque glaciaire, il y en a une par exemple qui était réfugiée, alors je ne connais pas les zones refuge de ces mésanges, mais l'une pourrait être la nonnette, aurait pu être réfugiée par exemple sur la péninsule ibérique, et l'autre la boréale, quelque part en Asie. Et puis après, en période interglaciaire, chacune recolonise les régions qui deviennent propices, et puis elles finissent par cohabiter, mais elles ont évolué de façon suffisamment différente pour pouvoir cohabiter. Donc on se retrouve avec deux espèces de mésanges semblables, du genre Poecilé, la mésange boréale, la mésange nonnette. Ça peut arriver sur les Canaries, ça peut arriver en Europe, ça peut arriver partout, et c'est comme ça qu'il y a des régions du monde, en Amérique du Sud, où on peut même avoir 50 espèces de la même famille, d'être très proches, notamment dans les tyrans, etc., les colibris, qui se ressemblent, mais elles ont été séparées, elles ont été remises ensemble. Il y a d'autres façons qui peuvent provoquer la spéciation, mais ça c'est la façon, disons, la plus habituelle, surtout chez nous, surtout dans les pays nordiques. Donc, la glaciation, et alors les îles, ça c'est vraiment des exemples caractéristiques. Bon. Donc, les mésanges bleus ont envahi il y a très longtemps les Canaries, on pense à 3,3 millions d'années, bon après c'est des estimations qui pourront peut-être être vues, et il ne reste plus qu'une population aux Canaries de cette première vague, c'est la mésange de la Palma. C'est pour ça qu'elle est si différente des autres. Par contre, cette première vague a certainement touché toutes les Canaries et bien plus, enfin, en tout cas la majorité des îles qui existaient à l'époque, et aussi l'Afrique du Nord, parce qu'il reste une population relictuelle de cette première vague qui se trouve en Libye. Donc la génétique a montré qu'il y a un lien entre la mésange de la Palma et la mésange en Libye, qui sont issus de la même vague de colonisation qui date de plus de 3 millions d'années. Donc les mésanges étaient en Europe, il y a sans doute une glaciation, où il y a trop de mésanges entre les guillemets, c'est-à-dire il y a beaucoup de production de jeunes, c'est une population très dynamique. Alors ces jeunes qui ne trouveront pas à l'âge adulte de territoire, souvent ils meurent, ils sont mangés, c'est ça qui nourrit les prédateurs, etc. Mais individuellement ils n'ont pas envie de mourir, ils n'ont pas envie de servir de bouffe en prédateur. Donc ils trouvent des solutions, certains cherchent en s'expatriant. Et c'est comme ça qu'ils peuvent arriver en Afrique du Nord, ou aux Canaries, ou aux Açores, etc. Donc il y a une vague de colonisation. Quand les conditions sont bonnes, il y en a beaucoup comme ça qui se perdent, qui meurent dans l'eau, ils peuvent mourir dans le Sahara, mais il y a des individus qui arrivent sur une terre viable, voilà, et qui créent de nouvelles populations. Donc il y a une première vague de colonisation il y a plus de 3 millions d'années, dont il reste deux populations relictuelles, la mésange de la Palma et une mésange en Libye, je ne sais plus son nom français, je crois qu'elle s'appelle mésange de Libye, mais elle n'est pas reconnue encore par la plupart des autorités, donc il n'y a pas encore de nom français officiel. Bon. Ensuite, il y a une deuxième vague de colonisation. Et pareil, pas seulement à Tenerife, mais les Canaries et l'Afrique du Nord. Et c'est cette vague de colonisation qui a été un grand succès et qui est à l'origine de la mésange qui existe maintenant dans tout le Maghreb, en fait toute l'Afrique du Nord, sauf la fameuse petite population libyenne de la première vague, qui est relictuelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisqu'il ne reste plus qu'un petit morceau comme ça, et de la plupart des mésanges des Canaries aujourd'hui. J'ai dit la plupart. Pas celle de la Palma, bien sûr, mais celle de Tenerife, celle de Grande Canarie, et celle de la petite île d'El Hierro, et de la Gomera. Ça fait donc 4 îles qui ont encore des mésanges issus de la deuxième colonisation. Et puis c'est tout pour ce qui est des mésanges européennes, mais celles d'Afrique du Nord, donc issues de la deuxième colonisation, encore beaucoup plus récemment,
Elle a traversé depuis l'Afrique du Nord, depuis le Maroc, vers les îles de Lanzarote et Fuerteventura. Donc les deux îles, les deux grandes îles orientales des Canaries, ont maintenant aussi leur mésange, elles ont toutes la même origine, hein, à un certain moment. Mais elle vient d'Afrique du Nord, alors que les autres, les Canaries, viennent directement d'Europe. Et donc on a trois populations d'origine différentes, c'est-à-dire issues de vagues de colonisation différentes. Une très ancienne, je parle des Canaries, à La Palma, une un peu plus récente, donc la mésange de Tenerife et toutes ces populations proches qui sont maintenant plutôt considérées comme des sous-espèces de la mésange de Tenerife, hein, alors peu importe, ça ce sont des détails, on en parle sur le site, qu'on les classe toutes en espèces distinctes ou non, c'est une convention. Ce qui est important, c'est d'être cohérent et de savoir que celle de La Palma est différente, elle ne vient pas de la même vague de colonisation. D'accord ? Et puis, il y a les populations orientales, qui viennent d'Afrique du Nord, qui sont donc la mésange nord-africaine, sans aucun doute. Elles sont très très proches. Alors certains disent que c'est une sous-espèce, et d'autres disent que c'est même la même sous-espèce qu'en Afrique du Nord, que c'est trop récent, qu'elles n'ont même pas pu diverger comme sous-espèces différentes. Vous voyez donc, c'est vraiment un exemple passionnant. Et la classification, si elle est bien faite, et c'est pas facile de bien la faire, et c'est pour ça que les chercheurs passent autant de temps à y travailler, elle est censée refléter cette réalité. Donc, pour classer convenablement, il y a beaucoup de solutions. C'est pour ça que je mets des tableaux qui vont apparaître à l'écran, pour que vous voyez qu'on peut classer différemment, mais il faut respecter la réalité. C'est-à-dire, on a compris qu'il y a eu 3 vagues de colonisation au point de vue des Canaries, donc on est obligé de faire 3 branches différentes sur notre tableau. Alors qu'on considère ces 3 branches comme des espèces ou non, c'est là que vient la convention. Mais si on considère que ces branches ne sont pas des espèces différentes, donc que des oiseaux qui ont plus de 3 millions d'années de divergence ne sont pas des espèces différentes chez les mésanges, alors il faut garder la même règle. Vous ne pouvez pas faire en 2 poids 2 mesures avec les autres mésanges. Et donc concrètement, il n'y aura plus qu'une espèce de mésange bleue, comprenant la azurée, celle des Canaries, d'Afrique du Nord, etc. Donc ça ne nous semble pas une bonne description de la réalité, parce que ce sont des oiseaux qui sont génétiquement différents, qui ont des plumages différents, qui ont des champs différents, qui ont des exigences écologiques différentes. Pourquoi les regrouper? Ça ne nous semble pas très intelligent. Donc on va dire, ah ben non, si elles ont plus de 1 million, 1,5 million, c'est ce genre d'ordre de grandeur. Hein. Maintenant, après ça dépend bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, génétique, de vitesse d'évolution, etc. Enfin, c'est l'ordre de grandeur pour des petits oiseaux comme ça, 1 million d'années. Là, on peut commencer à parler d'espèces différentes très souvent. Hein, dans l'exemple de nos pinsons, le pinson des Açores, donc la sous-espèce qui existe sur l'archipel des Açores, on sait qu'il s'est séparé des pinsons d'Europe, des pinsons des arbres qui vivent en Europe il y a 600 000 ans. Mais là, c'est un peu court. On peut en faire une espèce différente, mais c'est vrai que c'est un peu court. D'accord ? Par contre, le pinson bleu de Tenerife et le pinson de Grande Canarie, qui vit donc à Grande Canarie, eux, c'est de l'ordre, si je me souviens bien, c'est plus d'1 million d'années, hein, puisqu'il y a 2,3% de divergence, si je me souviens bien, entre les deux, ce qui signifie, chez les pinsons, 1 150 000 ans, plus ou moins. Et ça, c'est parfait, c'est 2 espèces différentes, il n'y a pas de souci. C'est le double, quand même, de ce qui se passe pour le pinson aux Açores. Bon voilà, donc cette différence en nombre de centaines de milliers d'années, etc., ça c'est un petit peu subjectif, mais si on applique une limite, il faut l'appliquer à tout le monde de la même façon. Hein. Donc ça c'est très important de comprendre. Il y a la partie tout à fait subjective sur le concept, d'abord sur la définition. Voilà, on a fait une définition qui veut faire une réalité. D'abord il faut accepter ou pas cette définition, mais elles sont toutes discutables. Alors quand on a une définition, il faut l'appliquer avec cohérence. Mais même quand on l'applique avec cohérence, il y a des cas où il faudra choisir cette approche ou cette approche. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de tenir compte le mieux possible de la réalité de terrain pour avoir une classification qui a du sens pour l'observateur de terrain. À quoi ça sert de faire une classification, par exemple? On ferait des études génétiques, il y a d'ailleurs des informations dans ce sens-là. En Amérique du Nord, sur les becs croisés des sapins, selon certaines études génétiques, maintenant il faut voir où ça en est, j'ai plus trop suivi, mais on parlait même qu'il y aurait 40 espèces de becs croisés des sapins. Bon, peut-être que c'est génétiquement valable, mais si on ne sait pas les reconnaître, on ne peut pas les étudier, finalement ça sert à quoi? On peut aussi se poser la question. Est-ce qu'on ne devrait pas choisir une définition d'espèce pour que ce soit utile, pratique? Voilà.
Donc si vous avez déjà compris ça, c'est très très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aux exercices? L'idée des exercices, c'est de vous montrer des cas concrets d'oiseaux de chez nous, des canaris. Donc on va prendre des oiseaux du pôle arctique occidental, hein, des espèces donc, qui sont dans votre guide ornitho. Hein, la plupart des gens utilisent le guide ornitho, qui est un très bon livre pour identifier les oiseaux. Eh bien, on va analyser quelques espèces de ce livre, où on en profitera d'ailleurs pour voir comment on va les identifier, hein, et faire des exercices là-dessus aussi. Et puis on va réfléchir à ce que signifie leur classement. Alors c'est pas à vous de deviner que cette espèce vient d'Europe, d'Afrique du Nord, qu'elle a envahi les Canaries, tout ça, non. C'est plutôt le contraire. C'est de vous dire, ben voilà l'histoire, voilà la classification, et comment est-ce que vous allez écrire le nom, en respectant les règles, pour pouvoir interpréter les informations qui vous sont données. En fait, ça c'est vraiment le but. Donc par exemple, je pourrais vous faire un tableau, et ben, il faudra rajouter les cases qui sont vides, avec des informations qui vous sont données évidemment, pour que ce soit cohérent. En termes de nomenclature, en termes de classification, en termes donc de relations entre ces différentes populations.